Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Alors, on termine cette journée en parlant de formation. 3 ans après le colloque de Bordeaux qui a lancé le chantier sur la formation des étudiants. Donc, la première étape, je le rappelle, a été l'élaboration d'un cahier des charges du socle de connaissances et de compétences sur la transition écologique pour les étudiants de premier cycle. Ensuite, des préconisations pour l'acculturation et la formation des enseignants-chercheurs ont été diffusées. La troisième étape, quasiment en cours de finalisation, puisque nous aurons l'honneur d'avoir la conclusion de cette troisième étape sur l'intégration des questions disciplinaires. L'intégration, je commence à fatiguer, l'intégration des questions de transition dans l'enseignement disciplinaire. Et ensuite, quatrième étape, la cartographie des formations et des besoins en compétences sur les métiers de la transition. Et donc, pour faire le point sur ces sujets, nous avons autour de la table Laure Wagner-Shaw, qui est chef de service du service de la stratégie des formations et de la vie étudiante à la DGCIP. Luc Abadi, qui est ancien directeur de l'Institut de la transition environnementale de Sorbonne Université et président de Nature et Société. Claire Lartigue, vous êtes vice-président de formation à Paris-Saclay. Et Julien Réveillon, vous êtes vice-président transition environnementale et sociétale à l'Université de Rouen. Il nous manque notre intervenant, qui n'était pas surprise, mais qui n'est pas là, qui nous a fait faux bond pour de bonnes raisons. Sébastien Chevalier, chef du service de la coordination des stratégies enseignement supérieur et recherche, qui n'est pas parmi nous finalement. Donc, Luc Abadi, vous avez travaillé avec Jean Jouzel au fameux rapport qui est à l'origine en 2022 de l'ouverture du chantier transition écologique, développement soutenable dans l'ESR. Vous avez aussi participé aux nombreux groupes de travail qui ont pris le relais. Quel regard vous portez sur le chemin parcouru depuis 3 ans? Est-ce qu'on est sur la bonne voie? Dites-nous tout. Alors, je ne vais pas vous donner tout de suite la réponse, c'est un peu de suspense quand même. Mince alors. En rappelant déjà quand même que cette affaire a commencé au-delà de 3 ans. Puisque tout ça est quand même parti d'un certain nombre de mouvements étudiants qui étaient organisés, qui s'étaient exprimés là-dessus. Il y avait également des organisations d'enseignants donc, qui poussaient cette thématique depuis longtemps. Et puis effectivement, Jean Jouzel a reçu la commande d'examiner la question de la formation de tous les étudiants à la transition écologique. Il faut souligner au passage que c'était quand même très ambitieux, puisque c'est tous les étudiants, quelle que soit la filière de formation, depuis la physique nucléaire jusqu'à l'histoire de l'art au Moyen-Âge. Formation. Donc ça a un sens dans notre système. Ça veut dire que ça fait partie du diplôme. C'est pas juste un truc en plus comme ça. Ça fait partie du diplôme. C'est reconnu, c'est crédité. Il y a un certificat. Enfin, il y a différentes méthodes pour reconnaître ça. Et puis transition écologique, ça veut dire 2 choses. Écologique, ça renvoie évidemment à la question de l'habitat. Écologie, ça vient de oikos, l'habitat. Donc c'est la question des limites planétaires, etc. C'est finalement une vision du monde qui dit il y a quelque chose qui ne va pas à l'échelon global. Donc il faut rectifier les trajectoires de développement. Et il y a transition. Transition, ça veut dire changement. Donc en fait, tout ça, effectivement, ça a donné lieu à ce rapport qui a donné de la légitimité et de la force à un tas de gens qui étaient déjà engagés dans de multiples établissements, des individus ou des petits groupes qui travaillaient déjà sur ces questions, qui délivraient déjà de la formation et parfois des recherches particulières. Et le fait que ce rapport ait été publié, que le tampon du ministère, si j'ose dire, eh bien, ça a donné vraiment de la force. Et ça a enclenché, peut-être plus facilement qu'on l'avait imaginé au démarrage, une véritable transformation. Alors, pourquoi il y a eu cette transformation? D'abord parce que finalement, les recommandations n'étaient pas si nombreuses que ça. On pouvait se positionner assez rapidement. Il y avait une recommandation essentielle qui était le fait qu'on propose à tous les étudiants, à partir de maintenant, de la rentrée de 2025 en principe, donc que tous les étudiants de premier cycle puissent avoir accès à une formation sur ce sujet. Et puis, il faut le dire, le courage quand même du ministre de l'époque, qui a dit, qui a fait sentir une forme de pression forte, une obligation, c'est passé dans le code de l'éducation, donc c'est dans la loi.
Et donc, effectivement, il y a eu un travail colossal qui a été engagé. Les collègues se sont mobilisés. Ils ont inventé, finalement, de nouvelles modalités de formation, aussi bien en termes de contenu qu'en termes pédagogiques. Donc, ça a été un travail colossal. Il est opérationnel aujourd'hui. Alors, je ne sais pas les chiffres exacts, mais je pense qu'on est à 70-80% des établissements qui, aujourd'hui, sont en mesure de délivrer cette formation de premier cycle. Donc oui, je pense que c'est irréversible. Donc, on a parcouru un chemin colossal. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que ce chemin colossal, donc, qui concerne le monde de l'université, il n'est pas suspendu dans le vide. Il est aussi dans un ensemble plutôt positif, puisque une partie, en tout cas, des élèves lycée, collège, sont aujourd'hui formés sur ces questions-là. Et quand on regarde le contenu des programmes, c'est adéquat et c'est de qualité. Et puis, il y a aussi ce grand mouvement qui a été engagé de formation des cadres supérieurs de l'État, qui ne va peut-être pas être complètement achevé aussi bien que ce qu'on aurait souhaité, mais qui va se prolonger, puisqu'on sait aujourd'hui, ça a été confirmé il y a quelques jours, que la formation de l'ensemble des fonctionnaires d'État, donc de catégorie A plus à C, vont être formés également, alors de façon ramassée bien sûr, à la transition écologique. Et puis on a dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, beaucoup de structures qui se sont montées et qui également essayent de donner le minimum de formation à tous les types de citoyens. Et c'est ça qui est important dans ce processus, c'est qu'on n'est pas en train de dire voilà, la bonne transition c'est ci, comme ça. Non, on essaye d'armer finalement les différentes catégories de personnes, de citoyens, pour se positionner par rapport à cet enjeu. Ils font ce qu'ils voudront, ils en font quelque chose ou rien, mais on essaye d'armer tout le monde pour pouvoir se positionner en conscience par rapport à ce grand chantier. Donc, sans jouer il faut rester modeste, mais quand même, il faut qu'on sache que, aussi bien en ce qui concerne l'enseignement supérieur dans un État centralisé comme la France, ou la formation des agents publics, pareil, dans un État centralisé comme la France, eh bien, que l'on sache, c'est quand même une première au niveau international. Alors, certes, c'est imparfait. Certes, qu'est-ce qui est imparfait, alors, justement? Alors, ce qui est imparfait, parce qu'en plus, on est dans un contexte pas très porteur sur la question des transitions. C'est le moins qu'on puisse dire, on n'est pas sur un contexte très porteur. Mais pour ça, ça ne m'inquiète pas trop. Vraiment, l'effort qui a été fait et l'engagement qui a été pris... Ce que vous disiez, c'est irréversible. Je pense que c'est irréversible. Alors, ce qui est imparfait, c'est comme d'habitude, c'est que tout ça s'est fait très rapidement. Dans transition écologique, encore une fois, il y a des connaissances de base qu'on doit proposer aux étudiants. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est le travail classique d'un enseignant-chercheur. Il transmet des connaissances, mais il y a transition. Transition, ça veut dire formation au changement. Donc ça veut dire des méthodes pédagogiques qui restent encore probablement à affiner. Alors on peut penser à de l'analyse de scénarios, à du travail de groupe, quand c'est possible, des collaborations avec des organisations territoriales ou pourquoi pas des entreprises. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est formation à l'action, c'est formation au changement. Donc ça ne suffit pas d'avoir une vision pluridisciplinaire à travers les filtres de la climatologie, de l'écologie, de l'économie, etc. C'est comment on fait pour concevoir une trajectoire de changement dans le futur métier que moi, étudiant, je vais occuper. Donc ça, déjà, c'est pas simple. Et en plus, ça doit être systémique. Donc il faut qu'on arrive à relier cette trajectoire dans mon domaine aux trajectoires qui vont être inévitables dans les domaines connexes. Donc ça, cet entraînement au changement, ça prend du temps, ça demande des compétences particulières, ça demande d'associer de la pluridisciplinarité et peut-être un peu de formation. Donc c'est là un petit peu que ça pêche probablement. Mais sur la formation des enseignants et des enseignants essentiellement. La formation des enseignants, alors là, peut-être une petite critique. Dans le rapport Jouzel, on avait dit effectivement qu'il y avait un enjeu de formation et que ce qu'il fallait, c'était de donner du temps aux enseignants. Ils n'en ont pas. Je parle sous le contrôle de mes collègues du ministère, mais on sait très bien que les outils de formation aujourd'hui des collègues sont souvent sous-utilisés parce que se former, donc s'absenter de l'université, ça demande à un autre collègue de prendre en charge les cours qu'on fait, etc. Beaucoup sont quand même en dépassement de temps d'enseignement, donc c'est le frein. Les gens s'autocensurent sur la formation parce qu'ils n'ont pas envie d'enquiquiner leurs collègues. Donc la question qu'on avait évoquée dans le rapport Jouzel, celle-là n'a pas avancé par contre, clairement, c'est de faire en sorte qu'on ait un peu plus de temps pour se former ou pour préparer une pédagogie nouvelle.
Donc ça veut dire peut-être simplifier un certain nombre de procédures. Alors, je ne sais pas si en France on est capable de simplifier quoi que ce soit, j'en ai pas l'impression. Mais il y a vraiment ce souci-là de gagner du temps avant forcément de demander toujours plus. Bon, donc on est globalement sur la bonne voie. Mais... Moi je pense qu'on est sur la bonne voie, avec encore une fois, dans le détail, il y a plein de choses à améliorer. Le diable se cache dans mais les c'est détails. irréversible, et même s'il y a un désintérêt qui est assez manifeste actuellement, voire des reculs, je ne pense pas que les collègues qui ont investi un temps fou pour préparer ça vont laisser tomber. Alors, du côté du ministère, Laure Wagner-Shaw, est-ce que vous regardez ça de près sur la mise en œuvre de cette formation aux étudiants de premier cycle? Oui, alors bien sûr. Alors on ne suit pas chaque élève, on ne compte pas le nombre de CTS, je suis déçue. TEDS qui ont été Vous n'avez pas un validés tableau par de les uns bord et les autres. On n'a pas un méga tableau de bord qui serait très très peu écologique pour suivre tout ça. Mais en revanche, je rejoins complètement Lucas Badi sur le fait qu'on fait le constat, en tout cas déjà maintenant, qu'on est en effet dans une situation irréversible sur le sujet, qu'il y a largement plus des 2/3 des universités qui sont équipées ou en train de s'équiper d'une formation très au point du premier cycle sur la TEDS. Et en fait, on est plus dans une optique d'aider celles qui ont du mal ou qui n'y arrivent pas pour avancer et pour finaliser cette approche. Et de toute façon, quelque part, on n'est pas dans un truc optionnel. Hein, on est dans un truc qui, à un moment ou à un autre, atteindra 100% de sa cible. C'est pas fréquent ce type de choses, parce que comme le dit Luc aussi, c'est pas évident de convaincre 100% des gens. Mais là, c'est pas une problématique de conviction, c'est juste un sujet de maintenant que la majorité a basculé, il n'y a plus aucune raison qu'on n'atteigne pas notre cible. Et nous, on suit ça aussi. Alors on le développera peut-être un peu plus dans les questions d'après, mais on le suit avec quand même différents outils à un niveau macro sur la manière dont l'offre de formation dans l'enseignement supérieur et la recherche évolue, puisqu'on s'équipe sur ces points-là et on va devenir de plus en plus intelligent dans la manière de le suivre, de plus en plus précis. Et puis, on le suit aussi, bien sûr, dans notre manière de piloter cette offre à travers les comptes, mais pas seulement. Et j'y reviendrai sans doute. Et justement, sur les comptes première génération, il y avait un indicateur ou un objectif sur la transition écologique, ce qui n'est pas le cas sur les nouveaux. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on ralentit le mouvement? Pas du tout. Pas du tout. Je crois que le ministre a dit ce matin que c'était devenu la priorité des priorités. Une priorité des priorités, c'est quelque chose qui n'est plus négociable. Quelque chose qui n'est plus négociable, c'est quelque chose qui en fait devient une fondation. Donc il n'y a plus besoin de le mettre. Donc non, on ne le met pas parce que, en fait, pardon, mais ça ne va pas être dépriorisé un jour ou l'autre. Ça devient une fondation de nos travaux, ça devient une fondation de ce qu'on fait, et toutes les mesures ou actions qu'on mène, qui ne sont pas seulement au niveau des comptes, viennent irriguer cette fondation, la consolider, la développer et lui permettre de se projeter dans l'avenir lointain, y compris lointain, de notre société. Donc vous ne lâchez pas l'affaire. Voilà. Donc non, on ne lâche absolument pas l'affaire, et surtout on ne lâche pas le suivi des exemples et des initiatives qui continuent d'émerger, qui continuent de se développer à travers les comptes, et pas seulement au sein des établissements sur ces questions de développement de TEDS. Et donc, au-delà de la question de la sensibilisation, dont vous n'avez pas le tableau de bord généralisé, quels sont les outils et les leviers que vous activez, que vous avez en main pour transformer l'offre et la piloter? Là, pour le coup, c'est un autre enjeu important aussi. Oui, tout à fait. Alors, plusieurs outils. Un dont on parle beaucoup en ce moment, que je viens d'évoquer, qui sont les comptes, avec un travail d'identification, établissement par établissement, des projets qui permettent de développer cette ambition TEDS. J'en ai quelques exemples sous les yeux, mais il y en a pour quasiment chacun des comptes qu'on examine. On a l'Université de Savoie-Mont-Blanc qui développe une IA compatible TEDS. On a l'Université Claude Bernard à Lyon qui construit un démonstrateur énergie, métier, compétences et campus, qui est intéressant justement dans la notion compétences et campus, et qui vient en plus consolider un ensemble de CMA et de cellules APC qui travaillent déjà sur ces questions jusqu'à présent peut-être de manière pas tout à fait assez coordonnée. Donc le projet démonstrateur, le démonstrateur est vraiment très intéressant à ce titre-là. On a l'Université de Picardie-Jules Verne, qui développe de nouvelles spécialités dans l'école d'ingénieurs en 2025, notamment autour du génie des énergies et de l'environnement.
Bon, je pourrais faire une liste, je vais pas... Là aussi, on parlait de la cartographie en recherche, mais du coup, cartographie en formation, elle s'impose aussi. Absolument, elle va nous aider beaucoup. On a un autre axe, évidemment, c'est les financements à France 2030 via la MICMA. On a quand même en synthèse plus de 590 millions d'euros qui ont été investis dans des projets colorés TEDS, en tout cas qui viennent alimenter la transformation de l'offre et donc des universités sur cette question. Alors ensuite, on parle beaucoup université. Moi, j'ai aussi envie d'étendre un peu le périmètre de ces actions à la dimension territoriale, régionale, et ça va avec le mouvement de déconcentration des comptes qui va arriver, et qui va permettre aussi d'installer sans doute un dialogue plus fluide avec les régions et leur COP, puisque les régions ne nous ont pas attendu non plus, enfin n'ont pas attendu de grands mouvements pour s'investir sur ces questions et écrire leur feuille de route. Donc ça permettra aussi peut-être de faciliter justement la cohérence. J'entendais ce sujet de la cohérence qui est effectivement quand même important pour éviter les injonctions contradictoires et encore une fois les initiatives qui au bout du compte seraient relativement peu écologiques parce qu'elles viendraient se contredire. Donc cette animation territoriale et la capacité à développer des liens forts et argumenter au niveau régional est pour moi tout à fait un bon signe. Ensuite, territorialement, on a aussi d'autres outils. On a les campus des métiers et des qualifications, dans le lien entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur, qui développent aussi des spécificités qui permettent d'aller chercher, de motiver, de créer des viviers pour les métiers de demain, ceux dont on va avoir besoin du fait de cette transition écologique et développement soutenable. On a aussi également au niveau, alors on en parle moins, mais sur tous les travaux qui sont faits au niveau des certifications professionnelles, des référentiels, de ce qui est fait au niveau des référentiels de compétences pour le RNCP avec un vademecum qui a été produit récemment pour justement guider et aider les personnes qui travaillent à la modification de ces référentiels pour y inclure ces compétences TEDS. Pardon, j'en perds mes papiers. Et enfin, dernier point, on a également un travail auprès des étudiants de valorisation continue de cette question, et notamment, alors je cite un exemple, mais vous savez qu'on a les prix Pépites qui récompensent tous les ans des étudiants entrepreneurs. L'année dernière, en 2023, pardon, c'était les 10 ans, un prix spécifique, des prix spécifiques TEDS, 100% TEDS a été créé, 30 projets ont été récompensés à ce titre, et on continue de porter évidemment cette question dans cette dynamique étudiante et entrepreneuriale. J'ai d'autres exemples. Il y a Fresque là-dedans. Alors, quel est le rôle de Fresque dans... Alors, Fresque, oui, tout à fait. Ce que Fresque permet de faire, pour ceux qui ne le savent pas, Fresque, c'est le référentiel des formations de l'enseignement supérieur et de qualité. C'est l'ambition de cet outil, c'est justement de cartographier l'ensemble des formations d'enseignement supérieur et de recherche, reconnues en tout cas par le ministère, et qui va nous permettre donc de suivre justement, enfin déjà de la cartographie, mais surtout de voir comment elle se transforme, comment elle évolue et comment elle répond de manière précise aux besoins d'évolution, tant TEDS d'ailleurs que autres, puisqu'on est soumis évidemment à plein d'évolutions. Je ne vais pas parler d'IA, je ne vais pas parler des nouveaux métiers liés au développement et au vieillissement de la population, etc. Mais en tout cas, on a cet outil qui est en cours de déploiement et qui va nous permettre aussi d'être, comme je le disais tout à l'heure, plus précis sur le suivi des évolutions de l'offre. Et le travail sur les fiches RNCP, c'est quoi concrètement, comment ça fonctionne? Parce que j'avais cru comprendre que c'était avec le réseau des CARIFOREF, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'objet de ce travail-là? En fait, le principe, c'est d'essayer c'est pas d'essayer, c'est de faire des blocs de compétences qui incluent les compétences que l'on juge nécessaires dans le cadre de la transition écologique et développement soutenable. Donc c'est vraiment... De les identifier. Oui, tout à fait. C'est les identifier ou les ajouter ou de transformer ces fiches qui sont des fiches importantes parce qu'elles sont des références dans la certification en général professionnelle. Très bien, très bien. Alors, à Rouen, vous avez mis en place en 2022 des enseignements pour tous les étudiants de première année de licence. Du coup, vous avez un petit peu de recul. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu où vous en êtes du déploiement et puis du retour que vous en faites, retour positif, retour négatif, parce que j'imagine qu'effectivement, ce n'est pas toujours très simple à mettre en place.
Sur la partie licence. Oui, il y a les deux, effectivement. À Rouen, effectivement, après, il y a eu le rapport Jouzel, le discours de Bordeaux, mais après, il a fallu mettre ça en place. Et effectivement, on a décidé de faire ça un peu en avance de phase, ce qui nous a permis aussi de rencontrer quelques murs et puis de voir aussi de voir aussi qu'il y avait beaucoup de bonne volonté. En fait, il y a trois niveaux en fait quand on a fait la mise en place. Il y a le niveau politique où on passe devant les CFU, conseil d'administration. Là, ça passe plutôt très bien à ce niveau-là. Hormis peut-être quelquefois les notions de contrôle, d'obligation, etc. Mais ça passe plutôt bien. Mais après, il y a les deux autres niveaux d'un point de vue pratique. Ça peut être plus difficile. Déjà, c'est l'interaction qu'on peut avoir avec les départements, enfin que les composantes au sens large, et plus particulièrement les départements, quand on vient leur annoncer qu'il va y avoir 10 heures de cours en L1 tel qu'on l'a fait, et puis 2 ans après, 20 heures de cours en L2. Là, grosso modo, ça s'est plutôt bien passé en majorité. Il faut avouer que c'est sûr. Vous avez pris des heures sur les... Alors, on a pris des heures sur une UE qui était... Alors, c'est pas l'UE transversale, mais c'est une UE anglais, etc. On a pu là, sur les 10 heures de L1, il n'y a pas eu de souci. Et ça a été intégré à la maquette, etc. Le L2, c'était plus dur. Voilà. Donc là, ça a été, sauf... Bon, il faut avouer qu'en sciences humaines, ils ont eu un petit peu plus de mal à voir arriver, mais il y avait 2 heures, changement climatique égal. Effectivement, il y a un peu de physique, mais on ne va pas au-delà d'expliquer température, ou après, quand c'est énergie, on dit que c'est qu'un kilowatt, mais effectivement, ça peut être vu comme une sorte d'envahissement de sciences donc dites dures, ou inhumaines, je ne sais pas, de leur point de vue. Mais en tous les cas, voilà, voilà. Donc là, c'est quand même passé, puis en discutant, on a un petit peu changé, on a rajouté un cours d'humanité environnementale, par exemple, etc. Donc voilà, après, en discutant, ça le fait bien, il n'y a pas de souci. Après, le troisième niveau, c'est le niveau des étudiants. Donc là, pareil, les étudiants, quand on leur parle individuellement, ils sont assez demandeurs. Après, je dois avouer que le taux de présence est très variable, c'est assez amusant, pareil, au niveau des notes, etc. Je vois on a à peu près 80-85% de réussite, ce qui me paraît en fait assez faible, parce que les cours ne sont pas si compliqués, c'est quand même de la culture générale. Mais bon, je pense quand même que c'est déjà pas mal. C'est obligatoire dans leur cursus, de toute façon. Non, mais 85% de réussite. Oui. Ah oui, mais après, à l'université, les cours magistraux, la présence, je sais bien. La présence à l'examen, oui. Oui, tout à fait. Donc ça aussi, vraiment en fonction des départements. Et quelquefois, on n'est pas aidé par les horaires, parce qu'on s'est quand même rajouté un emploi du temps chargé. Quelquefois, le cours, il arrive de 18 à 19 heures. Ça aide pas non plus. Voilà. Mais la L1, c'est plutôt bien passé. La L2, ça a été un petit peu plus difficile. Dans le sens où là, déjà on sortait d'une réforme où, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu une forte réduction quand même des horaires disciplinaires en licence. Puis nous, on arrive et on dit, il faudrait retirer 20 heures. Faudrait retirer 20 heures voilà, pour lever de bouclier, du coup. Les transitions environnementales. Du coup, on les a fait en plus. Donc, d'accord. On a rajouté ces 20 heures. C'est 2 ECTS quand même, mais en plus des 30 qui suivent sur un semestre. Par contre, voilà la subtilité, parce que sinon, là, c'est sûr qu'on n'aurait quasiment personne, c'est que à Rouen, en tous les cas, les étudiants ont l'obligation d'obtenir ces 2 ECTS pour valider le diplôme de licence. Voilà. Okay. Donc à nouveau, là, ça responsabilise, on va dire ça comme ça, fortement. Donc ça concerne combien d'étudiants, là, du coup, alors, en L2 en L1, on a 7000 étudiants, et en L2, on va dire 5000 à peu près. Et rajouter 20 heures pour 5000 étudiants, c'est pas un casse-tête d'emploi du temps? C'est, on va dire, le niveau 4, mais je ne voulais pas rentrer dans autant de détails, mais alors là, c'est plus qu'un casse-tête, parce que 7000 étudiants d'un côté, et puis après 5000, c'est, voilà, ne serait-ce que par département, par composante, la gestion des notes est totalement différente. Il y a des fois, la gestion des emplois du temps est totalement différente. Il y a des fois, c'est responsable pédagogique, il y a des fois, c'est la scolarité, il y a des fois, c'est le directeur de département. Vous n'arrivez pas à harmoniser un peu les pratiques département par département? C'est pas qu'on n'arrive pas, c'est que les pratiques sont là depuis l'université à 60 ans, j'aurais tendance à dire que 59 ans. Non, mais après, ça marche bien de manière individuelle. C'est juste que c'est la première fois qu'on fait quelque chose, qu'on fait une telle expérience, de faire un cours commun à toutes les composantes. Et avec une transversalité qui fait qu'on n'a pas dit à chaque composante, vous prenez 10 heures, vous en faites ce que vous voulez. Là, c'était vraiment transversal. Donc, moi, ça m'a apparu comme très intéressant. Puis j'ai moi-même, ça fait quand même très très longtemps, plus de 30 ans que je suis à l'université, j'ai moi-même découvert beaucoup de choses que je ne
connaissais absolument pas, dans la culture de la manière de gérer les enseignements dans les autres autres champs, disciplines. Là, c'est ça. Donc voilà. Alors petit à petit, mais là c'est juste du temps, de l'interaction, etc. Ça s'est fait. Après, heureusement, on a recruté 2 ESAS, mais sans ça, on s'en sortait jamais. Et c'est eux qui assurent les enseignements. Et alors, les enseignements, là, au début, là, c'est un peu, c'est moitié-moitié. C'est-à-dire qu'au début, c'est sûr qu'on n'avait pas beaucoup d'enseignants qui étaient partants. Alors, il y en a un certain nombre, oui. C'est toujours cette question de légitimité. C'est-à-dire, moi, je suis enseignant en physique, le changement climatique, ça va aller. La biodiversité, enfin, les 2 heures sur la biodiversité, c'est pas un cours. Voilà, ça, je me sens moins à l'aise, effectivement. Donc là, au début, c'était difficile. Petit à petit, quand même, de plus en plus d'enseignants s'en emparent. Et puis, voilà, l'idée aussi, ça va être d'élargir aussi cette base. Et puis en L2, c'est un peu la même chose aussi. Sauf qu'en L2, on a effectivement les grandes thématiques données par le ministère, mais on a un peu plus disciplinarisé. C'est-à-dire, voilà. Donc si des enseignants d'un département veulent s'en emparer, là, nous, les 20 heures, c'est 8 heures d'un MOOC et 12 heures de cours magistraux. Donc s'ils veulent s'emparer des 12 heures de cours magistraux, ils ont l'obligation de suivre effectivement les grandes thématiques de la lettre de cadrage. Par contre, ils peuvent la teinter selon leur discipline. Donc là, déjà, tout de suite, ça devient un petit peu plus facile. Le changement climatique par un sociologue et par un physicien ne va pas du tout être vu. Oui, bien sûr. Et toujours pareil, on a toujours un cours de base commun à tous pour si personne ne veut s'en emparer. Voilà. Et pour la L3, du coup, alors les L3, là, c'est un travail qui débute. On fait partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir un projet France 2030, le projet Transition France 2030. Et dans ce projet, il y a 2 volets, un volet formation et un volet recherche. Et dans le volet formation, l'idée, c'est de rajouter 20 heures de plus en L3. Enfin, 20 heures, ou un équivalent. Donc pour l'instant, là, c'est le travail de cette année. Là, on disciplinarise au maximum. Donc la première étape, ça va être déjà... là, c'est en cours en ce moment, les équipes sont en cours là-dessus. On fait une cartographie détaillée des L3. Parce que pour certaines L3, s'il y a déjà un certain nombre de cours déjà très orientés dans le sens transition au sens large, au moins équivalent 20 heures si ce n'est plus, on ne va pas forcément leur imposer des cours en plus. Parce que là, ces 50 heures, on sait qu'ils les auront, même si elles sont fortement disciplinaires. Je veux dire, la licence d'écologie, par exemple. Voilà, donc ça c'est ce premier point. Après, quand on aura repéré les licences dans lesquelles il y a un éventuel manque, là effectivement on mettra en place un nouveau... on va mettre en place, là ça va plutôt être sous forme de MOOC, parce que vu les finances actuelles, on ne va pas pouvoir sortir de payer les profs. Sous forme de MOOC, on va mettre en place un enseignement à nouveau commun pour ceux qui ont un manque. Sachant qu'aussi au niveau des filières professionnelles, l'idée serait aussi de leur demander, comme elles ont toutes un stage professionnalisant en L3, donc un stage en entreprise, c'est de demander aussi un volet RSE obligatoire dans le rapport de stage. Donc, soit l'entreprise où ils sont ont déjà une politique RSE, et là, ça sera une description de cette politique, et soit elles n'en ont pas, et pourront éventuellement proposer. Alors après, libre à l'entreprise d'en faire ce qu'elle veut, mais l'étudiant travaillera là-dessus, donc ce sera plutôt orienté RSE pour les filières professionnelles. Et vous me parliez de la valorisation de l'engagement étudiant aussi, ça fait partie de... Donc là, après, on va avoir un échelonnage là, sur L1, L2, L3. Les étudiants qui auront bien suivi, qui auront bien travaillé, c'est 50 heures, on va dire ça. Là, effectivement, on va les valoriser au niveau des cours et éventuellement aussi au niveau de leur engagement personnel. Et là, la valorisation, elle va pouvoir se faire pour les cours. On va mettre en place de toute façon des open badges, mais aussi un ajout au diplôme, une mention au diplôme, éventuellement. Et la valorisation de l'engagement étudiant, ça va être la même chose. Mais là, c'est pareil, on est en train de réfléchir à plusieurs modalités potentielles, d'ailleurs, pas une seule forcément. Mais là, ça va être mis en place aussi. Là, c'est ce qu'on met en place maintenant. Et vous les avez sondés, les étudiants, en dehors de regarder leur taux d'absentéisme ou leur réussite, sur le contenu, sur est-ce qu'ils étaient satisfaits du contenu que vous leur proposiez? Alors, systématiquement, oui, à la fin des cours, il y a effectivement un questionnaire. Effectivement. Alors, c'est amusant de voir avant-après, parce qu'on les sonde aussi avant. Ils ne sont pas contents avant, enfin, notamment en L1, parce qu'ils ont déjà, c'est vrai, ils ont déjà vu le cycle de l'eau, je dirais, en primaire. Enfin, ils ont déjà vu, de leur point de vue, ils ont déjà tout vu.
Mais ça, c'est pas que dans le cadre de la transition. Même en cours disciplinaire, on a déjà tout vu, on commence son cours. Donc pas... Mais effectivement, il y a ça. Après, si on fait un petit test de positionnement, ils se rendent compte que finalement, ils n'ont pas vu tant de choses que ça. Et puis après, ça... Après, point de vue sondage, les retours sont très positifs. De manière globale, il y a toujours des gens qui ne sont pas contents, mais voilà, ils trouvent ça, de manière globale, oui, c'est positif. Voilà. Après, il y en a qui voudraient... Ce qu'ils demandent le plus, ce qui leur manque le plus, enfin, de leur point de vue, c'est la disciplinarisation. Pour eux, ils ont passé le bac, ils se sont dit, ça y est, fini, les cours que j'aime plus, je vais choisir ma filière. Puis là, ils se retrouvent à avoir des cours, effectivement, des cours, pas tant que ça, mais 30 heures, où ils voient un panel très large, alors qu'ils voudraient nous demanderaient de se focaliser sur la thématique qu'ils ont choisie. Ça, c'est vraiment leur demande la majeure. Voilà. Ok. Et alors à Saclay, ça fait depuis 2020 que vous proposez des MOOC aux étudiants, SPOC. Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, alors nous c'est un SPOC, donc c'est un cours en ligne qui est proposé, donc c'est privé, voilà, c'est pour ça que ça s'appelle SPOC. Donc on propose ça à tous nos étudiants de L2. Alors c'est dans la maquette, pour répondre aussi, parce que ça c'est important par rapport à ce qu'on disait en termes de formation, et c'est proposé de manière obligatoire à tous les L2. Donc c'est dans la maquette des L2, donc ça a commencé comme ça. Donc au départ, effectivement, il n'y avait que les licences 2, puis après, progressivement, il y a des formations qui ont souhaité aussi l'utiliser, les BUT, on a même des écoles d'ingénieurs qui nous ont demandé. Donc voilà, ça progresse. On est aux alentours un petit peu moins que Rouen, 3500 étudiants, mais voilà, qui suivent quand même régulièrement. Mais le but, c'est que tout le monde puisse... tout le monde et tous les étudiants de licence. Tous les étudiants de licence. Et le même socle de connaissances, où là, effectivement, on s'est engagé sur différents thèmes, ce qui était aussi compliqué, parce que c'est un vrai enjeu, parce qu'on est sur toutes les disciplines, le droit, qui va aller regarder aussi tout ce qu'on fait dans ces différentes thématiques, le droit, les sciences, etc. Et donc, effectivement, d'aller sur des choses autour du climat, de l'adaptation, de l'énergie, de la consommation, les ressources, la pollution, etc. Donc, c'est très divers et varié. Et donc, c'était un vrai enjeu. Et nous, on s'appuie sur ce cours en ligne, qui est un cours qui a été fait par les enseignants et les enseignants-chercheurs et les chercheurs de l'Université Paris-Saclay, donc du labo de Valérie, notamment, mais pas que. Et donc, effectivement, c'est beaucoup de vidéos. Donc ça, c'est aussi, pour les étudiants, ça leur permet de le suivre en autonomie. C'est peut-être un peu moins, on va dire, contraignant. Et ils le suivent, vous avez des taux Alors, ils le suivent. Voilà, on a un suivi, on voit. Ils suivent majoritairement. Après, ils ont aussi... Alors, on s'est rendu compte aussi au fur et à mesure qu'ils suivaient les vidéos. Et puis, à partir de 2023, il y a eu la transcription. Donc en fait, comme la vidéo, effectivement, ça fait partie des retours, c'est des choses où ils trouvent que c'est pas assez dynamique, ils vont beaucoup plus vite. Maintenant, ils regardent que les transcriptions. D'accord. Et comme ça, voilà, ils suivent. Mais bon, dans les vidéos, il y a quand même des fois un tout petit peu d'interaction parce qu'on leur demande de réagir, de répondre, des quiz, des formes de mini badges en fait qui vont. Voilà, mais eux, ils veulent aller plus vite. Et donc ils ont des choses à valider à la fin quand même. Ils ont quand même des choses à valider à la fin. Donc ils ont effectivement un examen final dans lequel ils ont des questions et ils doivent répondre aux questions. Donc voilà. Donc ça, c'est... Et puis il y a aussi un TD. Alors là, ça prend moins bien. Donc ça, pour le coup, c'est un TD en ligne. On a beaucoup moins d'étudiants qui viennent. On a mis en place aussi des forums. Et là, c'est encore beaucoup moins bien. On passe de... Voilà, les forums, ça consiste en quoi? C'est un échange. D'accord. En présentiel, là, du coup. Alors non, on est toujours... Ah oui, vous êtes toujours à distance. Voilà, c'est ça. Mais ça c'est un peu on va dire le problème, en fait, peut-être. Ça fait partie des choses qui sont un tout petit peu reprochées. Donc, pour le coup, voilà, on a quand même une évolution assez intéressante. Nous aussi, on teste les étudiants, parce que c'est très important, de savoir ce qu'ils en pensaient. Et alors donc, majoritairement, ils sont contents aussi, je pense. Ils voient que c'est l'intérêt pour la culture qu'ils ont, pour leur côté citoyen. Ça, c'est important. Et même certains pour la partie professionnelle. Donc, on voit que c'est intéressant. Par contre, c'est pas grave. Par contre, si on regarde un petit peu quels sont on va dire les commentaires et les reproches un peu récurrents, donc le majeur, c'est effectivement le lien à la discipline. Ça, c'est vrai, ça, c'est clair. Mais pas que. Il y a aussi la partie difficulté et technicité, ce que je disais tout à l'heure. Les étudiants de droit ont plus de difficultés, ou de SHS, ont plus de difficultés à suivre quelque chose sur le système climatique, la pollution, des aspects un peu plus chimiques. On rentre dans certains détails. Donc ça, c'est quelque chose sur lesquels on va proposer. Vous faites des ajustements du coup. Alors on est fonction. en train, justement, je vais y revenir. Pardon. On est en train. Non, mais je déroule, mais c'est pas grave. Ça donne un peu d'interaction aussi. C'est pas non plus inutile. Sur le côté chronophage, je l'ai dit, je l'ai évoqué, sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de vidéos et ça leur tourne. C'est pas tout à fait ce qu'ils attendent.
L'aspect aussi alignement pédagogique, parce que donc on fait un test à la fin qui est qu'ils trouvent eux extrêmement compliqué par rapport à ce qu'ils ont appris, mais quand même qu'ils réussissent très bien. Parce qu'ils utilisent de plus en plus l'IA aussi. Donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel... Je sais pas, il faut s'en réjouir. Je ne sais pas, donc, mais on prend en compte. Et puis, c'est ce qu'a évoqué aussi mon voisin, le côté impression de redondance, parce qu'effectivement, avant, c'était pas enseigné, 2020, c'était pas enseigné, maintenant, en lycée, c'est enseigné. Et effectivement, là, ils ont le sentiment de se dire, on recommence encore quelque chose qu'on a déjà vu. Et puis, sur les causes, ils connaissent, parce qu'on était plus axé cause. Même si on a une leçon sur l'adaptation, il n'y avait pas assez. Donc là, ils sont beaucoup plus demandeurs de solutions, des leviers, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. D'autant qu'ils ont développé aussi plus d'éco-anxiété. Et que là, ils ont envie de savoir mais comment on peut agir. Donc on est plutôt dans cette dimension-là. Et c'est vrai qu'on retravaille, nous, le SPOC, là, donc on retravaille cette partie pour être à la fois donc, sur un côté plus ludique. On va essayer d'avoir un scénario un peu plus gamisé, là, comme on dit. On va essayer aussi d'articuler, donc on va dire à la discipline, ça veut dire qu'on va donner la partie SPOC, toujours voilà, on va dire avec cet échange, mais on va donner à chaque composante la possibilité de faire 10 heures, pour la discipline spécifiquement. Alors à eux de mettre en place ce qu'ils ont Et après, envie. ils s'organisent eux-mêmes, si c'est L1, L2, L3. Voilà, ils pourront, alors on est plutôt sur le L2 quand même, parce qu'on l'a laissé dans la maquette de L2. D'accord. Nous, on a profité de l'accréditation pour le laisser. Que en L2. Oui, parce que ça permet quand même de cadrer et que chacun sache que c'est à ce moment-là qu'ils vont prévoir. Et donc d'organiser ce qu'ils veulent au niveau disciplinaire. Ça peut être des fresques, ça peut être des conférences, ça peut être des projets. On parlait de ça aussi, c'est important. Et puis je voulais souligner quelque chose parce que ça a été évoqué ce matin par Valérie. Je pense que ce qu'on veut aussi rajouter, c'est un aspect critique, parce que pour nous c'est important face à tout ce qu'il y a au niveau de la désinformation, au déni de certains pays, de mettre en place un peu aussi quelque chose. Elle a évoqué quelque chose autour de promouvoir l'intégrité de l'information liée au changement climatique. Donc ça c'est quelque chose qu'on veut aussi mettre en place dans cette nouvelle mouture du SPOC qu'on espère déployer à la rentrée prochaine. Et donc vous attaquez aussi au niveau master, qui est un autre morceau. On s'attaque au niveau master. Et comment vous y prenez alors? Là, c'est un peu différent. Le premier, c'était on voulait un socle commun de base. Et au niveau master, ce qui était important pour nous, c'est de se dire qu'on voudrait que chaque étudiant qui s'engage dans un master et qui finit son master ait compris comment sa discipline s'articule aux enjeux du développement durable. Et donc, alors, ce qui est important aussi à dire, c'est qu'à l'Université Paris-Saclay, il y a eu un fort lien entre la partie VP formation et la partie VP développement durable. Et à l'époque, c'était Sophie Zopa, qui est donc experte au GIEC, et avec qui on a fait le tour de l'ensemble des... alors nous, les masters sont coordonnés par des graduate schools, donc, qui sont disciplinaires ou thématiques. Et donc, on a fait le tour pour poser la question, qu'est-ce que vous mettez en place avec vos étudiants autour du développement durable. Donc ça nous a permis de faire une cartographie à la fois des M2, des UE. On a été plus loin aussi parce qu'on s'est dit, quels sont pour vous aussi, comment les étudiants sont formés à s'ouvrir à l'éthique, c'est quoi une question de recherche, quelles sont les expériences de pensée après que vous mettez en place pour toujours les conduire à cette ouverture et ce côté aussi un peu pluridisciplinaire. Et donc, on a fait cette cartographie. Donc, on a une cartographie des M2 qu'il va falloir remettre à jour parce qu'il y a une nouvelle accréditation, mais qui est organisée en les M2 qui sont plutôt côté compréhension, donc les comprendre les mécanismes, donc voilà, au niveau des enjeux. Et puis, il y a des M2 qui sont plutôt solutions. Et puis après, pour chacun, on a mis des thèmes, donc l'énergie, la consommation, le bien-être, le développement humain. Une cartographie, voilà, quoi. vraiment une belle cartographie. On est très content de ça. On a aussi cartographié les UE qu'on voudrait mettre à disposition parce qu'on a un espace pédagogique commun pour l'environnement qui, pour l'instant, est réduit à quelques masters. Et donc là, on voudrait le mettre plus largement à disposition de l'ensemble des enseignants, mais aussi des étudiants. Et donc ça, c'est une cartographie qui prend un petit peu de temps. Et qui permet de donner pour les enseignants de voir aussi des UE, d'avoir des UE modèles, mais d'avoir aussi un annuaire de compétences de ce qui est possible de faire, et puis peut-être aussi des enseignants qui voudraient mettre des conférences clés en main et qui pourraient proposer ça. Donc voilà, on est en train de faire cet espace pédagogique commun pour l'environnement. Et donc l'idée, c'est bien d'intégrer dans la discipline cette disciplinarisation, si je puis dire, de la transition. Alors, on a demandé pour la nouvelle accréditation à ce que chaque
mention de master propose 20 heures Ah oui. d'activité autour du développement durable. Et donc là, bon, voilà, on se confronte bien sûr aux difficultés. Alors quelles difficultés? Les difficultés, elles sont multiples. Elles sont effectivement le côté légitimité, Bah oui. le côté donc voilà, des enseignants qui ne se sentent pas formés, qui ne savent pas où trouver des ressources aussi. C'est-à-dire finalement, oui, ok, je veux bien mettre ça pour ma discipline, mais qu'est-ce que je peux avoir à ma disposition? Donc ça, c'est aussi les accompagner par rapport à ça. Donc voilà, et puis c'est le côté, vous mettez 20 heures, mais là, ça commence à bien faire. Moi, j'ai besoin que mes étudiants ils fassent de la physique, de la biologie, et que ça, et que ça. Donc voilà. Donc on essaie quand même, là, pour le coup, on ne l'a pas mis dans la maquette. On a proposé que ça soit plutôt hors maquette, parce que ceux qui veulent le mettre dans la maquette, c'est très bien, mais que ce soit hors maquette. Mais effectivement, c'est quand votre accréditation? Là, on est là. Donc, et vous avez une idée de la proportion de masters qu'ils intègrent dans leur maquette? Non, alors là, on est en train de faire. Vous êtes en train, on vient juste de finir le dépôt. Voilà, on D'accord. vient juste de finir le dépôt des maquettes. C'est pour ça que on n'a pas encore toute la cartographie des nouveaux M2, toute la cartographie des UE dont je parlais, et non plus savoir exactement ce qu'ils ont proposé. Donc ça nous intéresse vraiment. C'est là que le travail va démarrer pour après voir ce qu'on peut aussi proposer plus largement. Parce que ce qui nous intéresse, dans certains cas, dans cet espace pédagogique commun pour l'environnement, c'est je peux proposer des UE qui sont ouvertes à plusieurs. On peut avoir le droit de l'environnement pour des spécialistes, mais aussi le droit de l'environnement pour les nuls. Et puis, donc c'est vraiment un espace de ressources tout à fait. Pour les enseignants qui veulent pour les enseignants, mais aussi pour intégrer, les étudiants. Voilà. Pour les étudiants aussi. On voudrait qu'ils servent aux deux. Ouais. Pour les enseignants qui peuvent choisir une UE et puis de l'avoir aussi en UE modèle en disant ah ben tiens, je vois que cette trame-là me convient et j'ai envie de la mettre en place dans mon master. Ou bien un étudiant qui dit ah ben tiens, je vois que cette UE-là, elle est disponible et je peux aller la suivre parce que ça m'intéresse et que j'ai envie de le faire. Voilà. Donc ça, c'est un peu cette mise à disponibilité. Et au-delà de cet espace commun, de cet espace pédagogique commun, est-ce que vous avez des actions de formation spécifiques? Parce que là, vous les laissez un peu face au grand vide ou à l'offre pléthorique de UE. C'est vrai. Alors, on va essayer de les guider et de les aider. Donc, d'abord, on a une formation qui a été mise en place pour tous les personnels de l'université. Donc, c'est une formation d'une journée. C'est plutôt de la sensibilisation, mais c'est quand même déjà... qui est aussi proposée de manière obligatoire aux nouveaux maîtres de conférence. Oui, c'est ça. C'est aussi important. Voilà. À côté de ça, on est en train de réfléchir à des journées d'études pour les enseignants qui voudraient faire cette transformation. On sait que par exemple la chimie propose un module un peu zéro qui est sous forme présentielle, mais d'une vingtaine d'heures, et c'est tous les M1 de chimie qui le font. Où d'abord il y a un premier passage qui explique ce que c'est que la chimie, sa responsabilité aussi dans la société, sa responsabilité vis-à-vis de l'environnement, mais aussi ce qu'elle peut faire, elle, pour l'environnement. Et donc ça, c'est une forme de module zéro qui est assez bien cartographiée, qui est assez bien, on va dire, qui a une trame. Et cette trame-là, on pourrait la déployer pour d'autres disciplines qui auraient envie de le faire. Et donc ça, on peut proposer des cadres pour aider les enseignants qui voudraient le faire à faire cette petite transition. Alors bon, ça prend du temps, on n'a pas encore pu le déployer, on a eu un tout petit souci il y a 1 an, je ne sais pas si vous le savez, mais une petite cyberattaque qui nous a un peu ralenti. Oui, sans blague, ça a ralenti le processus. Notre processus, on ne va pas se plaindre parce qu'effectivement on a bien récupéré, mais je veux dire, voilà, ça a retardé, on va dire, un certain nombre de projets sur lesquels on s'était engagé et qu'on avait envie de mener à bien. Notamment celui-là qui était vraiment d'accompagner les enseignants dans cette... comme j'ai une idée en même temps, ça se bouscule, excusez-moi, donc pour les accompagner à transformer leurs enseignements. Et l'idée que j'avais, c'était aussi par rapport au temps. Donc on propose aussi de les aider. Alors il y a deux formats. Il y a un petit coup de pouce, qui est ce qu'on a appelé un bonus qualité pédagogique, dans lequel on leur donne 20 heures pour pouvoir commencer à initier une transformation de leur enseignement. Et puis une petite enveloppe s'ils veulent aller aussi se former, aller à une conférence, venir ici par exemple. Ils auraient pu venir s'ils étaient là, mais il n'y en a pas. Je dis tout de suite, je pense pas, je crois pas. Et puis on a aussi ce qu'on a appelé des congés pour innovation pédagogique. Alors c'est pas les congés pour projet pédagogique. D'accord, c'est pas les mêmes. C'est les congés pour innovation pédagogique de l'université Paris-Saclay qui peuvent être
menées individuellement ou en équipe. Et donc là, l'intérêt de l'équipe, c'est qu'effectivement, on peut avoir des équipes pluridisciplinaires qui peuvent travailler sur un même enseignement. Donc voilà, et là, ça peut être variable et ça peut aller jusqu'à 96 heures proposées à l'ensemble de l'équipe pour pouvoir transformer leur enseignement. Et ces CIP, ils existent depuis longtemps. Et là, on souhaite vraiment en axer un certain nombre sur cette question-là. Et alors à Rouen, comment vous formez, sensibilisez, incitez les enseignants à transformer et en tout cas à prendre en compte ces sujets-là dans leurs cours? Un vaste sujet aussi, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ont peu de temps disponible. Donc effectivement, attraper les nouveaux rentrants avant qu'ils aient eu le temps de réaliser que c'est la clé. C'est une méthode. Sauf qu'il n'y a pas que notre thématique qui est concernée. Donc les néo-entrants, ils ont une demi-journée de cours, en fait, systématiquement. On a un peu expérimenté différents types de cours. Alors, comme c'est une fois par an, c'est une expérimentation sur le long terme. Mais globalement, initialement, ils avaient un cours sur le DDRS dans l'enseignement supérieur. C'est-à-dire quelle place la place du DDRS et surtout l'aspect aussi comment c'était traité au sein des universités ou des écoles, etc. Parce que c'est quand même un sujet à part entière. Voilà. Après, maintenant, ils ont des cours sur l'éducation au changement climatique et au développement durable. Donc, c'est une de nos collègues c'est sa spécialité de recherche. Donc en sciences de l'éducation, donc sur comment éduquer cette thématique à nos étudiants. Donc ça, voilà. Et puis voilà, on va compléter cette formation avec aussi les aspects de référentiel de compétences. C'est classiquement, mais là sur une demi-journée, on peut pas aller plus loin. Oui, c'est pas énorme. Hein. Par contre, ce qu'on va mettre en place à partir de l'année prochaine, c'est un parcours de formation. Alors là, il ne sera pas ouvert que aux néo-entrants, il sera ouvert à tous les enseignants-chercheurs, ou plutôt que d'essayer de bloquer 4-5 jours, et on sait que ça ne va pas être possible, c'est sur l'année, on va bloquer un certain nombre de journées, et ils vont passer de composante en composante. Et ça va être, dans la mesure du possible, ça va être aussi de l'auto ou de l'intra-formation, c'est-à-dire que voilà, on aura les enseignants-chercheurs de physique qui vont accueillir les collègues, vont faire le cours en lien avec la physique, tout comme les enseignants-chercheurs du côté sociologie ou droit feront le cours, bien sûr, en lien avec les transitions. C'est combien d'heures au total? Alors là, ça va être sur 5 jours. D'accord. Pour l'instant, après, on va voir aussi. C'est toujours pareil, c'est une expérimentation. On ne sait pas s'il y aura 20 personnes, 30 ou 30. Oui, parce que c'est sur la base du volontariat. De toute façon, c'est sur la base du volontariat. C'est bien connu qu'on ne peut pas forcer un enseignant-chercheur. C'est bien connu, oui. Après, j'espère, l'idée, c'est de les intéresser quand même. Et le fait qu'ils soient déjà entre eux, puis essayer de créer aussi peut-être un sentiment de groupe sur cette année. On va expérimenter ça. Puis, Et vous sentez une différence générationnelle entre ceux qui rentrent et qui peuvent dans le métier, qui peuvent avoir cette appétence-là, et ceux qui sont dans la place depuis plus longtemps? C'est difficile à dire. C'est sûr que d'un point, les plus jeunes sont moins étonnés qu'on leur propose ça. Et voilà. Après, chez nous, on a des enseignants-chercheurs bien établis, pour ne pas dire vieux, qui sont tout à fait engagés, et qui sont vraiment engagés dans le domaine. Après, je dirais plus que c'est pas une question de choix ou de mentalité, c'est une question d'habitude. Ce qui est difficile, c'est que, je sais pas, un enseignant-chercheur, c'est quand il est là depuis 20 ans qu'il n'a jamais suivi une seule formation, en tout cas une formation en lien avec la pédagogie en général, c'est assez rare. Il ne voit pas pourquoi forcément il changerait. Donc c'est là qu'il y a une notion de, on commence, on ne va pas leur tomber dessus en leur disant vous venez 5 jours. Hein. On a d'autres événements, des conférences, on a des semaines. Oui, ça prend du temps de conviction. Ça prend du temps, on essaye de les faire venir, puis de parler avec eux, etc. Puis de les intéresser aussi à l'idée que même eux, ils peuvent progresser. Et puis que ça pourra n'en être que meilleur pour leurs étudiants. Mais voilà, le seul point, c'est qu'il faut réussir à prendre le temps.
pour discuter de tout ça. Mais le temps, c'est de l'argent. Je ne vous poserai pas la question des moyens pour mettre en œuvre Alors ce les sujet. moyens, c'est le comp. Le comp, voilà, on y revient toujours. On fait la boucle bouclée. Pour l'instant, on a le moyen actuel, on est encore dessus. C'est le comp, effectivement. Donc là, on a encore les moyens. Donc, donc ça nous permet au moins d'expérimenter. Après, la pérennisation des moyens, ça va dépendre aussi du succès que cela peut avoir. Bien sûr, moi, oui. j'ai pas, même s'il n'y a que 5 personnes, moi, je ne vais pas les vendre, demander au président de l'argent pour une action qui ne sert à rien. Mais par contre, si ça marche bien, etc., moi, je dis pourquoi pas. Voilà, mais effectivement, l'IDEX, ça vous aide à Saclay? C'est un levier, pas forcément, je ne sais pas sur les moyens, mais en tout cas sur... Oui, on a plusieurs leviers, pas que l'IDEX. Ouais. Pour ça, on a eu d'autres choses autour des PIA et autres. Donc voilà, mais effectivement, on a eu des moyens. La formation dont je parlais tout à l'heure, Oui, c'est ça, c'est dans ce cadre-là. Oui, elle a été dans le cadre des PIA, mais pas forcément, c'est pas que l'IDEX. D'accord. Voilà. Le Luc Abadi, ces expériences-là, ça vous inspire quoi par rapport à ce que vous nous disiez tout à l'heure? Il y a encore du chemin à faire et des résistances à lever, ou en tout cas des habitudes à changer. On le voit bien en ce moment. On voit bien qu'on a une baisse de régime, on va dire, sur la prise en compte de la question de la transition écologique, que ce soit au niveau national, au niveau européen ou au niveau international. Alors là, on n'en parle même pas. Et donc, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça, c'est un problème de conscience réellement des enjeux. Et c'est pour ça, du coup, que d'avoir une démarche de formation généralisée depuis tout petit, le collège et le lycée jusqu'à les fonctionnaires et les personnes qui travaillent dans des entreprises privées, ça me paraît extrêmement important pour être capable, tout simplement, encore une fois, de voir la réalité. Et après, il y a une démarche collective à construire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il me semble que la question de la transition, donc les questions des pollutions, de la crise énergétique, etc., c'est encore vu comme des ennuis, si j'ose dire, à gérer. Et donc, quand on a des sous et du temps, on gère. Quand on a moins de sous et moins de temps, on gère moins. J'ai un peu l'impression que c'est la situation actuelle. Alors qu'en réalité, cette problématique, cette énorme problématique de la transition écologique, c'est une invitation à la création, à l'innovation. À la créativité, quoi. À la créativité, Bon, bref, c'est une invitation à reconstruire le monde, en quelque sorte. Et donc ça peut être extrêmement motivant. Et aujourd'hui, on voit bien que... Finalement, il y a la quête de sens qui est devenue d'une banalité totale. Pratiquement, on parle de ça tous les jours. Le spectacle politique aussi, les errances politiques, clairement, on a du mal à hiérarchiser les véritables enjeux. C'est un véritable gâchis, parce que pendant ce temps-là, on ne prend pas à bras-le-corps le problème, donc les difficultés s'accumulent. On parle d'adaptation. Tout à l'heure, Valérie Masson-Delmotte a évoqué une étude qui a été faite sur l'Île-de-France. On va avoir des pics à 50 degrés. Ça veut dire quoi de s'adapter à des pics à 50 degrés? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de souffrance qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas? C'est ça la réalité. Et donc on sait très bien qu'à 1,5 degré c'est compliqué à gérer, 2 degrés c'est très compliqué, et 3, je ne sais pas si c'est gérable. Donc il y a cette difficulté-là. Et l'autre truc, moi, qui m'agace, c'est qu'on rate justement cette opportunité de redégager des perspectives positives, de reconstruction. C'est ça, la transition écologique, c'est revoir les trajectoires de développement sur le plan de l'organisation sociale, sur le plan du partage des richesses, sur le plan d'innovation technologique, de la manière de gérer la biodiversité, etc. etc. Donc c'est une invitation véritablement à revoir les choses, à créer. Et donc ça devrait être très motivant pour les jeunes. Et donc il est là l'enjeu essentiel. Et je trouve vraiment que c'est un gâchis de ne pas être capable de proposer ça comme ça. En plus, bien entendu, on peut se dire que pour que tout ça advienne, il faut changer beaucoup de choses, il faut changer des concepts clés sur la croissance, sur les limites, sur le capitalisme, que sais-je encore. Mais même dans le système actuel, et ça on peut baser des enseignements là-dessus, si on analyse des politiques autour de l'innovation technologique, bien on peut regarder pourquoi on rate ou pourquoi on ne rate pas des innovations et des tournants majeurs. Il y en a plein dans l'histoire récente. Vous regardez, je sais pas, l'histoire des pots catalytiques, ce qui remonte à 20 ou 25 ans en arrière, mais vous regardez la question du développement du photovoltaïque. Aujourd'hui, quand on développe le photovoltaïque en France, on creuse le déficit de la balance commerciale. Comment se fait-il qu'on en arrive là?
Je pourrais donner les voitures électriques, les petites voitures électriques. Bon, là, on essaye de rattraper l'erreur initiale, mais il y a une erreur stratégique qui a été commise. Donc, ça serait intéressant, là aussi, d'étudier si le on veut sujet. voir les possibilités d'innovation, même dans le système actuel, et si on veut donner de l'espoir, on peut changer les choses, d'analyser ces questions-là dans le détail, et ça demande du pluridisciplinaire, et ça doit se faire, effectivement, peut-être plutôt au niveau master, enfin, j'en sais rien, d'ailleurs, mais en tout cas, ça demande un effort pour les élèves, les étudiants et pour les enseignants très important. Mais du coup, c'est du concret, ça. Il faut qu'on passe aux pratiques. Voilà. Il faut qu'on associe la théorie à la pratique. Comment on change concrètement les choses. Très bien. Et donc, la dernière étape, enfin non, la troisième étape du chantier transition écologique, c'était l'intégration disciplinaire. Et donc, on attendait la note de cadrage qui, visiblement, est prête. Et donc, vous allez nous donner les grands axes de contenu. Oui, vous voyez, ça y est, elle est née. Donc, qu'y a-t-il dedans ? Alors peut-être juste avant de déflorer un peu, parce que je ne vais pas tout vous dire, parce qu'on va vous l'envoyer très rapidement dans la semaine. Donc j'ai quand même envie que vous cliquiez sur le mail et que ce soit ouvert très vite, donc je ne vais pas tout déflorer. Cela dit, ça fait 12 pages, donc on sera encore là dans 1 heure. Donc mais j'ai envie de donner envie, quelque part. Rappelez juste qu'effectivement, c'est le produit d'un groupe de travail, comme dans les 2 séquences précédentes, qui a réuni les conférences, plein d'acteurs de la TEDS, UVET, Campus de la Transition, Point Réveil écologique, Lucas Badi. Ça s'est déroulé d'octobre 24 à septembre 25. On a aussi été sur le terrain, il y a aussi, on a fait témoigner les enseignants sur leurs pratiques, et notamment un collègue de Paul Valéry, spécialiste en littérature ancienne en italien, comme quoi voilà, c'est possible absolument dans toutes les matières, quelles que soient les matières. On a évidemment partagé ça avec France Université. Et on a donc ce référentiel, enfin cette note de cadrage, pardon, avec des préconisations qui vont nous donner du boulot. Mais c'est une très bonne nouvelle parce que certaines d'entre elles sont vraiment ambitieuses, et notamment tout à l'heure, on est revenu pas mal sur le temps des enseignants-chercheurs, leur capacité à dégager ce temps, et puis aussi ce sujet de valorisation de l'investissement dans ces sujets-là. Et à ce sujet, j'avais envie de rappeler une règle qui m'a été rappelée d'ailleurs assez récemment et qui semble évidente, mais qui, je pense, mérite qu'on s'y attarde un petit peu. C'est que dans tout projet, quel qu'il soit, ou dans tout changement, quel qu'il soit, vous avez un découpage qui est à peu près le même à chaque fois entre les opposants, les indécis et les promoteurs. Et c'est vrai que souvent, on tend à passer beaucoup de temps avec les opposants, en se disant « faut les convaincre parce que machin, etc. » Eh bien, sachez que c'est du temps perdu. Voilà. On ne les convainc pas. C'est énergivore, ce n'est pas écologique. Disons que vous en convainquez peut-être 2 sur les 400, mais ça ne va pas changer, ça ne va pas permettre que votre projet ou votre transformation se fasse. Donc c'est les indécis qu'il faut viser ? Non, Même pas. faut passer du temps avec les promoteurs. D'accord. Il faut passer du temps avec ces personnes qui sont investies sur les sujets et qui vont justement vous faire avancer et convaincre. C'est eux qui vont convaincre les indécis. C'est eux qui vont permettre de dégager cette majorité qui va faire basculer votre transformation vers le succès. Et on a tendance à l'oublier. On se dit oui, non, mais eux, c'est bon, ils sont convaincus, ils sont sanctuarisés, ils vont nous aider, donc ils n'ont pas besoin. Non, c'est tout le contraire. Il faut qu'ils soient nombreux quand même, parce que... Oui, non, justement, franchement, il y a des études sociologiques qui montrent très clairement le nom du chercheur, en l'occurrence, m'échappe, là, j'ai un problème avec la mémoire des noms aussi, mais donc, justement, c'est contre-intuitif, mais non, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup, en tout cas, il n'y a pas besoin d'avoir une majorité, il y a besoin d'avoir des gens motivés qui vont faire basculer les indécis et créer cette majorité. Et donc, ça me mène, parce que j'ai un petit peu dérivé d'avec mon Votre sujet. note de cadrage. Mais c'est un lien, parce que cette note de cadrage, l'une de ses recommandations fortes, c'est de travailler à ce que des critères d'évaluation sur la TEDS soient pris en considération lors des procédures de promotion des enseignants et enseignants-chercheurs, que ce soit dans les travaux du CNU, les promotions locales, les promotions de corps grade, ou jusqu'au moment du passage de l'HDR.
Donc ça veut dire que ça ne va pas se faire en 2 minutes, ça va pas. Mais en tout cas, c'est une recommandation très claire, très établie, qui a été travaillée avec l'ensemble des acteurs. Et c'est pour ça que j'ai rappelé la manière dont s'est construit cette note de cadrage, parce qu'elle ne vient pas de nulle part, elle ne vient pas d'un cerveau dans un ministère qui s'est dit tiens, si on faisait ça, non, pas du tout. Et donc la recommandation, elle a recueilli l'aval et l'accord de l'ensemble des participants. Autre dimension qu'on souhaite dans cette ligne aussi de comment est-ce qu'on peut aider ces promoteurs à les reconnaître, évangéliser. Évangéliser et à développer leur truc, c'est qu'on parlait de congé pour projet pédagogique, du fait qu'en fait, effectivement, c'est un peu lourd à œuvrer, à manœuvrer et à installer. On va l'assouplir, ce congé pour projet pédagogique. On va permettre en tout cas, on va s'organiser pour permettre qu'il soit plus souple, plus agile, qu'il puisse être adressé par pool d'enseignants-chercheurs, que ça ne soit pas 1 année, mais plusieurs années, que ce ne soit pas forcément 6 mois d'un coup, on disparaît et puis on revient, parce que c'est ingérable. Mais on le répartit sur ce pool et on le pluriannualise pour permettre justement que ça soit compatible avec les projets personnels de chaque enseignant-chercheur. Ce n'est évidemment pas complètement le cas aujourd'hui dans la manière dont c'est déployé. On veut également essayer de ce qu'on a fait sur l'information, le faire sur la vie étudiante et de campus, c'est-à-dire un peu remettre en avant le fait que de la même manière qu'on systématise la TLES dans les formations, on la systématise dans les schémas directeurs de vie étudiante et de campus, ou en tout cas dans la manière dont on porte ces questions de vie étudiante et de campus dans les établissements. Il y a des établissements qui ne nous ont pas attendus, qui, bien sûr, qui sont déjà là-dedans, mais on pense qu'en s'appuyant sur ces exemples et ces éléments probants, on peut le faire mieux. Et puis je vais finir par une quatrième mesure qui est pour ne pas bloquer l'intégration de la TLS dans l'intégration disciplinaire de la TLS en se disant il faut tout faire en même temps, tout de suite, etc. Porter et assumer le côté nécessairement progressif, non linéaire de cette intégration. Et en l'assumant, la permettre et la déployer plus que peut-être qu'aujourd'hui. Mais avec un horizon quand même ou... Oui, bien sûr, toujours avec un horizon, parce que sinon on peut il y a toujours... un manque de repères. Voilà, c'est ça. C'est un peu complexe à suivre. Mais en tout cas, l'assumer pour encore une fois aussi pour changer la focale. C'est-à-dire, au lieu de dire c'est oui ou non, dire mais c'est pas la question de oui ou non. C'est la question du comment. Le oui, il est acquis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Voilà, il faut arrêter de penser qu'on peut négocier avec ce sujet. Ça n'existe plus, cette négociation. Je crois qu'on est tous convaincus, d'ailleurs, ici, que c'est plus le temps de la négociation. Le temps, c'est de s'y mettre et de porter le sujet, quoi qu'il arrive, dans les différentes dimensions qui sont à notre portée en termes de donner l'exemple. Donc ça, c'était les 4 grands sujets de la note. Il y en a d'autres. Voilà, mais encore une fois, on tient à ce que vous la lisiez, que vous vous jettiez dessus. Donc j'en ai donné que 4, il y en a d'autres. Il y en a d'autres que je vous laisserai découvrir. Très bien, merci beaucoup. On a encore un peu de temps si vous avez des remarques ou des questions. Sur ce sujet-là, là où il y a visiblement des bras qui se lèvent. Un bras. Je vois rien du tout. Enfin, le teasing est réussi. C'est ça. Là-haut et là. Là, il y a une jeune fille. Bonjour, merci déjà pour tous ces échanges et d'être aussi des universités plutôt pionnières sur le sujet. Je suis Chloé Liboureau, présidente du RESES, donc le réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. La question que j'aurais pour vous, c'est, vous évoquiez tout à l'heure, vous étiez plusieurs à mentionner certaines difficultés liées au format proposé pour les formations à la TEDS et notamment la participation des étudiants et étudiantes. Je me demandais si dans vos démarches, vous aviez pu associer les étudiants et étudiantes à la réflexion et à la co-construction de ces formats. En effet, c'était une proposition du rapport Jouzel Abadi et je me demandais si justement ça pouvait être quelque chose qui était une piste aussi pour justement faire correspondre les formats avec les attentes et la participation et peut-être l'acceptation des étudiants et étudiantes derrière. Je vous laisse répondre parce que c'est vous qui êtes... Alors, merci pour la question. Alors, c'est même un sujet beaucoup plus large que ça. Et peut-être que vous allez pouvoir m'aider.
À l'université, on a mis en place des réseaux de référents au niveau des recherches, formations, au niveau des personnels. Et on voudrait mettre un réseau ambassadeur et ce qu'on appelle des ambassadeurs plutôt qu'étudiants. Et chaque fois qu'on rassemble un certain nombre d'ambassadeurs étudiants, dont une partie du rôle serait effectivement d'échanger avec nous sur nous dire si on présente quelque chose d'aberrant ou qui n'est plus dans le coup, je ne sais pas, dans la manière de faire. Le seul problème, c'est qu'on a beaucoup de difficultés à maintenir ce réseau. Alors, c'est parce que déjà les étudiants sont très mobiles, hein, ils ne sont jamais là pour très longtemps, heureusement pour eux, mais avec les examens, les stages, etc., on a du mal à avoir des personnes de manière continue pour faire vraiment un travail de fond. Ça, c'est une de nos difficultés. Alors on se tourne de temps en temps, quand on le peut, vers les associations étudiantes, et on a aussi 2 vice-présidents étudiants auxquels effectivement on demande conseil, mais c'est moins efficace, à mon avis c'est moins efficace qu'un groupe d'une quinzaine ou d'une vingtaine d'étudiants qui eux-mêmes se mettraient entre eux à réfléchir et nous faire des propositions, ce qu'on aimerait bien mettre en place, mais ce qu'on a du mal à mettre en place, parce que ça change trop vite. Oui, alors, moi, merci de la suggestion, parce que c'est vrai que, pour le coup, on est en train de remettre en place les choses, donc ça peut être intéressant. D'autant que précédemment, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans une école, l'école normale supérieure Paris-Saclay. Avec les étudiants, on a travaillé sur une année qu'on a appelée l'année de recherche en sciences pour les transitions écologiques. Et c'est une année qu'on a vraiment co-construite avec l'ensemble des étudiants, donc avec pas mal de réunions. Et ça a été extrêmement formateur pour tout le monde, à la fois pour les étudiants, qui aussi ont compris parfois que des fois, il n'est pas tout à fait simple de pouvoir mettre ce qu'on veut dans les formations. Il y a différents enjeux. Et puis, nous aussi, ça nous a fait évoluer. Donc, c'est vraiment une expérience qui était très enrichissante et très intéressante. Donc, voilà, merci de le resuggérer. Je vais revoir, puisqu'on vient tout juste de démarrer la nouvelle mouture. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? J'en ai vu une là-bas, une là, une là. Bonsoir. C'est moi. Ah oui, là-bas. Laure Pilot, Institut français de l'éducation, ENS de Lyon. Je suis partie d'une équipe qui s'occupe de pédagogie universitaire et de formation de formateurs sur ces questions-là. On est en train de monter une formation autour de la posture enseignante. Donc, comment se positionner dans un amphi où il peut y avoir des contestations de la science, tous les aspects un petit peu négatifs comme ça, mais aussi des aspects positifs. Comment donner espoir à ces étudiants, ce que vous abordiez. Je me demandais si ces questions-là étaient traitées spécifiquement dans les formations proposées aux enseignants et si le ministère avait déjà pensé à les prendre en compte. Voilà. Des choses très transversales, en plus de la discipline, en plus de la connaissance. Voilà. Comment faire pour convaincre et se sentir bien en tant qu'enseignant? Alors, le ministère? Alors oui, non, juste, quand vous dites, est-ce que le ministère a pensé à prendre en compte ce que... À encourager ça, on va dire. Oui, alors l'encourager, enfin, je pense que dans tout ce qui contribue à faciliter l'acquisition de compétences, ou en tout cas de dimensions qui permettent de mieux faire passer ces questions de la transition écologique et du développement soutenable sont évidemment encouragées. Alors, je ne peux pas vous dire, vous faire la liste des éléments, enfin des formations ou des initiatives qui sont encouragées, mais oui, bien sûr, ça doit. Et si vous avez besoin d'un relais ou si vous avez envie, en tout cas, ça peut être pertinent que vous veniez intervenir peut-être dans un séminaire ou dans des événements organisés sur ces questions de facilitation de l'animation pédagogique ou ce genre de choses. N'hésitez pas. On relayera et au besoin, on fera intervenir les bonnes personnes. Monsieur, là, et peut-être c'était la dernière, c'est après. Bonsoir, Bourse-Meyer, ministère de la Transition écologique. J'ai écouté évidemment avec la plus grande attention et on avait fait des contributions dans le cadre du groupe de travail. Il y a peut-être quelque chose qui m'a échappé, c'est quel est l'atterrissage du coup sur l'intégration par les disciplines de ces enseignements dans les 4 mesures que tu évoquais, Laure. J'ai pas entendu, mais j'ai peut-être mal entendu. Qu'est-ce qui était proposé de ce côté-là? Donc je sais que les leviers sont difficiles à trouver, hein, on en avait parlé dans le groupe de travail, et en même temps, je pense qu'il y a un vrai sujet qui reste de comment on impulse dans tous les collectifs disciplinaires
le fait de développer cette préoccupation d'intégrer la transition écologique dans les enseignements. Donc j'ai vu passer un appel à projet de l'UVED, mais assez modeste, sur est-ce que vous ne pouvez pas proposer des TD, etc. Moi, je pense qu'il faut il serait intéressant de faire le pont entre cette table ronde et la précédente sur la recherche, parce qu'il faut vraiment que se développe de la recherche sur ces enseignements de la transition écologique dans chaque champ disciplinaire, en économie, en droit, en comptabilité, en biologie, peut-être même aussi, en lettres et dans les arts, vous en avez parlé. Mais il y a tout un effort, me semble-t-il, qui se fait spontanément de l'initiative des enseignants ou des enseignants-chercheurs, mais qui reste à une toute petite échelle. Est-ce qu'on ne peut pas faire plus en termes d'impulsion pour que cette préoccupation d'intégrer la TE dans les enseignements disciplinaires se fasse à grande échelle? Je pense que au moins 2 des mesures que j'ai citées tout à l'heure visent justement à changer d'échelle, c'est-à-dire à donner des moyens supplémentaires et des leviers surtout pour pouvoir libérer du temps et accélérer ce mouvement sur la formation à la TEDS. Bien sûr que ça doit être fait en lien le plus possible avec la dimension recherche et en s'appuyant le plus possible sur les initiatives et les motivations qui supportent la recherche sur ces questions de TEDS. Une remarque aussi là-dessus, c'est que je me souviens d'une métaphore que j'avais faite à Montpellier dernière fois sur ce train dans lequel on était tous lancés à pleine vitesse, là, je ne sais pas si vous vous souvenez, où je disais on est en train d'essayer de changer les boulons en acier en bois en pensant que c'est ça qui allait résoudre le problème, alors que la seule façon de résoudre le problème, c'est de ralentir le train. On a tendance à l'oublier. Et aujourd'hui, en plus, moi, le sentiment que j'ai, c'est d'être dans une fusée, donc vraiment, il y a toujours un sujet. Donc ce que je me dis aussi, c'est qu'à un moment, il faut aussi qu'on accepte que travailler pour la TEDS, c'est aussi accepter de se dire que les choses se font pas tout de suite et demain. Et c'est aussi vivre avec ça et se dire que comme ça se fait pas tout de suite, comme ça se fait pas demain, une des manières aussi que ça se fasse quand même, et de manière certaine et quand même à un rythme qui soit compatible avec nos objectifs, c'est aussi de faire des choix. Et je pense que ce qui s'ouvre devant nous, là, c'est ce sujet du choix et de comment on va faire ces choix, sachant que si on ne fait pas les bons choix, notre fondation s'effondre et nous avec. Et la TEDS, je le redis, c'est une fondation. Ça n'est plus une question de priorité, ça n'est plus négociable. Luc Abadi, vous vouliez réagir? Oui, je crois qu'il y a 2 possibilités. La première, c'est que maintenant qu'on a intégré finalement cette dimension de transition écologique dans le quotidien ordinaire des établissements d'enseignement supérieur, les étudiants qui sont motivés ou qui vont l'être après la formation, même s'il y en a un certain nombre qui ne seront jamais concernés, mais peu importe, il va y avoir une demande. Ils ne vont pas se comporter absolument de la même façon vis-à-vis de leurs enseignants, notamment de niveau master. Il va y avoir une demande d'explicitation, ça me paraît clair, ils vont créer une pression là-dessus. Sur les enseignants. Sur les enseignants. Et l'autre aspect, peut-être, c'est que tous les enseignants n'ont pas vocation à devenir des formateurs en transition écologique. Par contre, tous, normalement, comme on l'a fait pour les cadres supérieurs de l'État et comme ça va être fait pour l'ensemble des agents des services publics, tout le monde devrait recevoir une formation là-dessus, parce que ça ouvre des possibilités qui sont non négligeables en termes de pourcentage, de prise de conscience aussi chez les enseignants. Les enseignants de l'université, ils sont comme les autres. Il y en a une minorité qui était motivée par ces questions-là au démarrage. Donc il faut provoquer des chocs par l'information sur ce sujet. Et peut-être que là, il pourrait y avoir une ambition pour être capable de proposer à relativement court terme, sur des temps courts, des formations de base. C'est quoi les éléments de compréhension du climat, de la biodive et des systèmes économiques, pour bien comprendre où on en est et commencer à discerner les possibilités d'évolution en lien évidemment avec sa discipline. Donc, moi, je ferais confiance à la pression étudiante, mais peut-être on peut quand même mettre un petit coup d'accélérateur là, sur la formation. Où est-ce qu'on met le curseur de l'accélération? Très bien. Je crois que c'est l'heure. Sauf si on prend une dernière question. Non, allez, c'est terminé parce que je crois que là... Merci beaucoup en tout cas. Je crois qu'il y a une conclusion vidéo.
Tout ce que la communauté scientifique avait anticipé et scénarisé au travers des rapports du GIEC et de l'IPBES est en train d'advenir. Les marqueurs du dérèglement climatique et de l'effondrement de la biodiversité font désormais la une partout dans le monde. Si la gravité des phénomènes est mieux comprise, la communauté internationale tarde encore à engager les transformations nécessaires. Les décideurs s'inquiètent aussi, à juste titre, de l'acceptation par les populations de changements profonds à conduire qui impacteront fortement les modes de vie et cherchent des solutions économiquement et socialement acceptables pour assurer des transitions dites justes. Face à ce contexte difficile mais réaliste, des initiatives émergent à l'échelle internationale, européenne et nationale pour engager les transitions nécessaires malgré des tensions politiques et des conflits d'intérêts qui pèsent sur leur mise en œuvre. Nous fêtons cette année les 10 ans de l'accord de Paris sur le climat. C'est ici l'occasion de mesurer le chemin parcouru et ce qu'il reste à accomplir. La planète continue de brûler, mais nous ne détournons plus le regard. L'État français doit mobiliser tous les leviers pour permettre à notre nation de relever les défis et construire progressivement un modèle de développement soutenable et acceptable. La transition écologique est devenue un enjeu majeur avec des engagements forts, notamment la réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, portée par la planification écologique et ses principales stratégies. La stratégie nationale pour la biodiversité, la stratégie nationale bas carbone, le plan national d'adaptation, PNACC, et la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE. Cependant, comme le souligne le rapport de la Cour des comptes sur la transition écologique de septembre 2025, malgré des progrès notables, notamment en matière d'atténuation, des efforts importants restent nécessaires pour tenir nos engagements internationaux et assurer notre neutralité carbone en 2050 à l'échelle de l'Union européenne. La planification écologique impose une action collective. Notre ministère et tous les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche ont un rôle essentiel à jouer. Nous devons former, produire des connaissances et concevoir des solutions adaptées pour permettre à la nation de répondre aux grands défis de la transition écologique. Dans cette perspective, notre ministère a adopté dès novembre 2022 un plan climat, biodiversité et transition écologique pour l'ESR. Ce plan a constitué notre feuille de route depuis 4 ans. Et un premier bilan nous permet aujourd'hui d'identifier le chemin qu'il reste à parcourir, une trajectoire de transformation exigeante. Une dynamique collective a déjà produit des effets tangibles. Près des 3/4 des établissements de l'ESR ont déjà produit un schéma directeur développement durable et responsabilité sociétale et environnementale, qui intègre les notions de gouvernance, de formation, de recherche bien sûr, mais aussi de réduction de l'empreinte environnementale et enfin de qualité de vie et de politique sociale. Les établissements ont aussi commencé à produire leur bilan d'émissions de gaz à effet de serre pour mesurer l'empreinte carbone de leur activité et piloter une trajectoire de réduction dans le temps. Le ministère a accompagné cet effort. L'animation d'un groupe de travail a permis de faire naître des recommandations pour définir au niveau national un cadre méthodologique permettant de prendre en compte les activités spécifiques de l'ESR. Pour adapter l'offre de formation d'enseignement supérieur, plusieurs chantiers ont été engagés et se déploient au sein des établissements, en s'appuyant sur les recommandations de groupes de travail et les consultations des parties prenantes de l'enseignement supérieur et de la recherche, coordonnées par le ministère bien sûr. Tout d'abord, nous avons généralisé la formation de tous les étudiants de premier cycle au contenu de la TEDS déployée dans l'ensemble des établissements depuis cette année. Nous avons accompagné l'acculturation et la formation des enseignants et enseignants-chercheurs aux thématiques de la TEDS afin qu'ils puissent intégrer pleinement ces enjeux dans leurs enseignements en mobilisant des approches pédagogiques adaptées à chaque domaine. De plus, nous avons engagé un effort massif de formation de l'ensemble des personnels d'appui de l'ESR et plus largement de la fonction publique pour que ces questions soient intégrées dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. Enfin, dans le cadre de France 2030, un appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir a permis d'accompagner les initiatives des établissements visant à transformer leur offre de formation en lien avec la transition écologique. Ce dispositif a mobilisé plus de 540 millions d'euros pour soutenir les projets les plus structurants. Dans le domaine de la recherche, France 2030 a aussi permis de mettre en avant au niveau national les nouveaux instruments, les programmes et équipements prioritaires de recherche, les PEPR, dont certains portent spécifiquement sur les enjeux de la transition écologique.
Notons aussi la création en 2024 des agences de programme, dont 3 sont au cœur de la transition écologique. Climat, biodiversité, société durable, portée par le CNRS, énergie décarbonée, portée par le CEA, et enfin, agriculture et alimentation durable, forêt, ressources naturelles associées, portée par INRAE. Citons aussi l'intégration de la transition écologique pour un développement soutenable dans les référentiels du HCERS et des COMP, ou bien le label Développement durable et responsabilité sociétale qui consacre l'action de nombreux établissements dans ce domaine. La première utilité d'une nouvelle version du plan climat, biodiversité et transition écologique est avant tout politique, en assurant un portage au plus haut niveau du ministère, par le ministre bien sûr, mais également par les directions générales, afin de maintenir la dynamique de l'enseignement supérieur et la recherche, malgré les incertitudes et les défis actuels. Cette mise à jour est indispensable. Elle permet d'adapter le contenu du plan aux nouvelles orientations des stratégies nationales évoquées précédemment. Nous esquissons ici quelques-uns des sujets susceptibles d'y figurer, mais ce sont surtout les échanges de cette journée nationale qui nourriront la réflexion collective destinée à aboutir à un plan partagé par tous. 5 axes sont ciblés dans cette nouvelle version. L'évolution de l'offre de formation au regard des besoins en compétences de la transition écologique. La recherche et la programmation porteuses de solutions aux enjeux de transition écologique. L'adaptation au changement climatique et à ces événements extrêmes. La métrique de la biodiversité et de l'empreinte des activités humaines. La frugalité numérique. Dans le domaine de la formation, fort des résultats déjà obtenus, nous devons poursuivre le chantier de l'évolution de l'offre de formation pour répondre aux besoins en compétences de tous les métiers concernés par la transition écologique, en particulier les métiers verts qui en constituent le cœur. Après avoir intégré la TEDS dans l'offre de formation existante, nous devons désormais construire une offre nouvelle capable de répondre pleinement aux besoins émergents. Cette transformation exige une cartographie précise et exhaustive de l'existant, décrivant finement le contenu de chaque formation, ainsi que des outils de pilotage permettant nationalement et territorialement d'orienter son évolution dans chaque établissement. Pour y parvenir, le ministère, en lien étroit avec l'ensemble des établissements, doit définir les cadres méthodologiques dans les nouveaux COMP et déployer les outils nécessaires, tels que fresques et cadrans, afin de structurer un véritable dialogue entre la demande en compétences et l'offre de formation sur chaque territoire. Et face à l'augmentation en fréquence et en intensité des phénomènes extrêmes climatiques, le Haut Conseil pour le climat et la Cour des comptes insistent sur la nécessité de développer des actions en faveur de l'adaptation. Dans cette optique, un nouvel outil a été intégré dans la nouvelle version du Plan national d'adaptation au changement climatique, un référentiel qui permet de qualifier, à l'échelle des territoires, les vulnérabilités structurantes et les risques qui en découlent. Cela permet aussi de mettre en place des mesures préventives, et le ministère veillera aussi à construire une métrique capable de mesurer l'empreinte des activités humaines sur la biodiversité, pour laquelle il n'existe encore de cadre méthodologique solide et reconnu par tous. Une nécessité pour piloter des trajectoires de réduction de cette empreinte. Enfin, nous devrons nous pencher sur la question de la sobriété numérique dans un contexte de montée en puissance de l'IA générative et du numérique. Cette réflexion sera commune et devra porter sur les outils technologiques et les pratiques professionnelles pour favoriser la frugalité des usages. Le ministère s'engage à accompagner les établissements de l'ESR dans cette dynamique d'adaptation. La tenue de cette journée nationale constitue la première étape de l'élaboration d'une nouvelle version du plan climat, biodiversité et transition écologique pour l'enseignement supérieur et la recherche. Le ministère souhaite que cette démarche s'appuie largement sur la participation des parties prenantes de l'ESR, garantissant ainsi un engagement fort lors de sa mise en œuvre. Notre objectif est clair et ambitieux. Produire d'ici la fin de l'année 2026 un document que le ministre pourra endosser, porté par le haut fonctionnaire au développement durable, au nom de nos 2 directions générales, et qui traduira notre ambition collective pour l'avenir. Nous savons que la transition écologique est un défi majeur pour nos sociétés. L'enseignement supérieur et la recherche ont un rôle déterminant à jouer. Éclairer le futur, montrer qu'un chemin est possible et démontrer que malgré les incertitudes et les obstacles, nous pouvons préserver notre avenir pour les générations à venir. C'est pourquoi nous devons être inventifs, engagés, exemplaires et solidaires. Nous savons pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour relever ce défi avec détermination et responsabilité.
Je voulais simplement, en conclusion, remercier à nouveau l'Université de Rennes et son président et toutes les équipes qui ont permis la tenue de cet événement. Vous aurez compris qu'on aura tous beaucoup de travail à faire, ça a été dit par les 2 directeurs généraux, et nous comptons sur vous au niveau du ministère pour y contribuer largement et pour que nous ayons, avec Benoît Léniel, qui est là, aux fonctionnaires au développement durable, un plan à la fin de l'année 2026. C'est effectivement ambitieux. Benoît, on compte sur toi. Et merci encore. Et puis j'en profite aussi pour remercier les équipes du ministère qui ont beaucoup œuvré aussi avec les équipes de l'Université de Rennes au déroulé de cette journée. Merci encore.